Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Via Eco sur Via Occitanie, 3e saison et nous continuons à découvrir le tissu économique et les décideuses et décideurs de notre région. Et aujourd'hui nous parlons énergie au pluriel avec vous Sylvain Panas, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes le directeur régional Occitanie d'une grande entreprise française et internationale que tout le monde connaît, c'est Total Énergie. Alors nous allons parler de ce grand groupe, évidemment de la mutation progressive qui est en train d'opérer, notamment vers les énergies renouvelables. Nous découvrirons évidemment quelques chiffres dans cette émission. Bien entendu, nous parlerons de l'actualité importante en termes d'énergie, notamment cet été. Mais d'abord, nous restons cette année encore dans la tradition de cette émission, en commençant par quelques dates clés de votre parcours professionnel, Sylvain Panas. Pour mieux vous connaître, et d'abord votre formation, on va découvrir ce tableau des études d'ingénieur, ingénieur en chimie environnement en 2001 et puis un DESS qualimétrie métrologie dans les laboratoires d'analyse chimique à Montpellier 2004-2005. Vous êtes ingénieur chimiste qualité environnement, première société, on en reparlera, Aqualux, et puis vous allez comme ça développer et partir dans l'environnement et dans l'énergie 2005-2008. Vous êtes gérant d'Active Déchets puis d'énergie Bioconsult. 2011-2013, vous dirigez Greenwatt Ingénierie. Et puis 2015-2019, vous êtes associé et responsable du développement de 3J Consult. On est toujours dans cette dimension environnementale. Et puis 2019, vous entrez dans le groupe Total par Greenflex, une filiale, directeur marché industrie, directeur régional Sud-Ouest. Et puis depuis mars 2022, vous êtes donc directeur régional Occitanie de Total Énergie. Des études scientifiques, Sylvain Panas, au début des années 2000, ingénieur chimie environnement, puis DESS à Montpellier. Mention très bien, il faut le dire quand même, major de promo. Quel était votre projet à l'époque ? Alors le projet, il a démarré au lycée, finalement, où j'ai pris conscience assez vite qu'on vivait dans un monde fini, avec des ressources finies, limitées, et que finalement, on consommait tous de manière quasiment infinie. Et une prise de conscience assez rapide, à la fin de l'adolescence, où je me disais, finalement, comment on va faire pour s'en sortir, puisque ça ne peut pas être infini, cette histoire-là, on ne va pas pouvoir consommer de façon infinie dans un espace fini. Donc j'avais décidé assez vite de m'orienter vers des carrières liées à l'économie circulaire en général. En fait, j'avais envie de sauver le monde. Voilà. Dès le début, vous commencez bien votre carrière. Premier emploi, ingénieur chimiste. Oui, vous dirigez des sociétés ensuite assez rapidement. Oui, c'est ça. Donc j'ai fini mes études au sein du groupe Areva, donc déjà dans l'énergie. Et puis assez vite, l'envie d'entreprendre. Alors avant d'entreprendre, il faut assurer des revenus. Donc j'ai travaillé pendant 1 an dans une compagnie en tant qu'ingénieur chimiste, mais en même temps je préparais mon projet pour développer et créer ma première société, qui était une société de recyclage de déchets industriels. Donc les déchets, et puis il y a eu énergie Bioconsult, Greenwatt aussi, oui. Méthanisation. C'est ça, donc la méthanisation, on est vraiment au cœur de l'économie circulaire, puisqu'il s'agit de recycler, récupérer des déchets organiques pour en faire du gaz vert, de l'énergie. C'est d'ailleurs assez curieux parce qu'aujourd'hui Total Énergie est le leader français, le numéro 1 français de ce métier, du biogaz, de la production de gaz vert par traitement de déchets organiques. On est entouré de déchets organiques, les déchets des restaurants, les déchets des cantines, vos déchets ménagers, mais aussi les déchets d'industrie agroalimentaire et les déchets agricoles. On jette à peu près la moitié de ce qui pousse au champ en France. Donc toute cette matière-là peut être valorisée pour produire de l'énergie, et c'est ce qu'on faisait chez Greenwatt, et c'est ce que Total Énergie fait aujourd'hui. 2019, justement, c'est cette nouvelle aventure du groupe Total d'abord, avec une première filiale que vous dirigez. Vous dirigez un morceau de cette filiale Greenflex. Pourquoi être rentré dans ce groupe Total ? Finalement, la dernière entreprise que j'ai co-dirigée, 3J Consult, était une entreprise leader en Belgique sur les sujets de l'efficacité énergétique. Donc notre activité, c'était de faire en sorte que les sites industriels consomment moins d'énergie et émettent moins de CO2. À l'époque, Total, parce que c'était Total à l'époque, était un de mes clients en Belgique, sur la raffinerie de Feluy. Et finalement, j'étais persuadé que les groupes énergétiques devaient intégrer chez eux des activités liées à l'efficacité énergétique. Ça devenait crucial parce que en fait, la sobriété énergétique, on en parlait un peu moins qu'aujourd'hui à l'époque, mais est un élément, une composante importante de notre transition énergétique. Finalement, je n'ai pas vendu l'activité à Total Énergie, ça a été vendu à un autre fonds
mais j'ai pu rejoindre les activités d'efficacité énergétique de Total Energy au sein de la filiale Greenflex. Vous qui vouliez sauver le monde, est-ce que c'est pas trop dur d'intégrer un groupe qui est quand même très axé, pour le moment, même si ça va évoluer, on va en parler tout à l'heure, très axé sur les énergies fossiles, pétrole et gaz? C'est une vraie bonne question, et la question, vous me l'avez posée à l'époque, c'est certain. En fait, c'est là que ça se passe. Aujourd'hui, être à l'intérieur pour changer le monde. Aujourd'hui, la transition énergétique va être faite par ceux qui sont au cœur du sujet. Donc les énergéticiens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le savoir-faire technique, le savoir-faire organisationnel, ils savent gérer des gros projets, il y a les moyens financiers, il y a les hommes, il y a l'équipe. Et en fait, oui, clairement, c'est au sein des grandes pétrolières, compagnies pétrolières et énergétiques que la transition énergétique va se faire. Alors, des groupes qui gardent quand même une image très axée énergie fossile, il faut faire évoluer cette image. On ne va pas dire casser l'image, mais faire évoluer cette image. C'est un travail de tous les jours, j'imagine. Alors c'est un travail d'image, mais c'est aussi et surtout un travail de fond finalement. D'action. La compagnie a changé de nom en 2021 pour devenir Total Energy, pour devenir une compagnie multi-énergie. Donc notre métier aujourd'hui, c'est de proposer, de construire une production d'énergie adaptée, durable, sur les territoires. Total Énergie pluriel, je le rappelais dès le début de cette émission. On va voir quelques chiffres déjà du groupe au niveau mondial, des chiffres clés qui datent de 2022. Plus de 100 000 collaborateurs dans près de 130 pays, 19 milliards d'euros de résultats nets en 2022, on en reparlera. Et puis vous êtes dans le top 5 des entreprises qui investissent le plus dans les énergies renouvelables, plus de 14 600 stations-service tout de même, et plus de 42 000 points de recharge électrique pour les véhicules électriques dans plus de 65 pays, plus de 8 millions de sites clients, donc électricité et gaz. Vous produisez aussi de l'électricité, on va le voir. Troisième acteur mondial du gaz naturel liquéfié, c'est ça, le GNL. 48 millions de tonnes de volume GNL vendu. Un mot de ces chiffres toujours impressionnants, des bénéfices records qui ont fait réagir, on peut le dire, c'est le moins qu'on puisse dire en tout cas. À quoi cet argent va-t-il servir ? On va le voir dans quelques minutes, mais sur les réactions, il y a eu ces bénéfices records dont certains disaient, notamment des écologistes, il faut peut-être redistribuer un petit peu plus, notamment aux automobilistes. Alors ça a été fait à un certain moment, mais est-ce qu'il y a encore des choses à faire pour accompagner, pour redistribuer ces 19 milliards d'euros ? Alors ça a été fait, le geste vers les automobilistes, mais ça l'est encore aujourd'hui, puisque jusqu'à la fin de l'année, tous nos prix de carburant en France sont plafonnés à 1,99 €. Et encore ce matin, je regardais sur la rocade à Toulouse, on est la station la moins chère sur la rocade toulousaine. Donc on fait ce geste en faveur de nos clients, des automobilistes. Les prix cet été ont flambé, tout l'été, on l'a vu depuis le mois de juillet, on en reparlera d'ailleurs. Exactement, et pas chez nous du coup, puisque le prix a été plafonné à 1,99 €. Et après, les 19 milliards d'euros servent d'abord à réinvestir dans nos futurs outils industriels et à les maintenir. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Nous avons des installations industrielles lourdes qu'il faut maintenir, qu'il faut entretenir. Donc ça, déjà, c'est un budget. Ensuite, nous investissons de façon massive dans les énergies renouvelables. Vous l'avez souligné là à l'instant, nous faisons partie des 5 plus grands investisseurs mondiaux dans le renouvelable. Et nous sommes le numéro 1 en France. Nous sommes le plus gros investisseur français. Et on y viendra dans le détail dans un instant. On va voir des graphiques que vous nous avez confiés. Et c'est intéressant. Et l'évolution aussi dans les prochaines années. On regarde d'abord les chiffres clés au niveau national, au niveau de la France. Toujours pour cette année 2022, fin 2022, début 2023, 35 000 collaborateurs, toujours en évolution. Ça bouge toujours. 6 millions de clients, plus de 3 300 stations-service et 18 000 points de recharge électrique. Un petit repère au niveau de taxes, 200 millions d'euros d'impôts quand même sur les sociétés et de taxes, notamment de solidarité de l'Union européenne sur le raffinage. Et puis là, c'est effectivement quelques chiffres de production des énergies renouvelables. On commence à en parler un petit peu. C'est 1 milliard d'euros d'investissement quand même sur 2022. Deuxième dans le solaire. Vous êtes deuxième dans le solaire photovoltaïque. Sixième dans l'éolien. Près de 400 employés. 17 agences en France qui gèrent justement ces énergies renouvelables. Un objectif à 3 gigawatts en France pour 2025. On le voit, forte orientation vers les énergies renouvelables sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure. Dernier chiffre clé, on regarde quand même l'Occitanie, c'est votre domaine, vous êtes directeur régional Occitanie de Total Energy. Voilà quelques chiffres, 800 salariés, 300 stations, 1000 points de recharge et puis 264
14 mégawatts sont en exploitation sur 115 sites. C'est la consommation de 270 000 habitants, producteurs d'électricité aussi, on va le voir, par le solaire, par l'éolien notamment, mais pas uniquement, par le biogaz aussi, on en reparlera. Vous le disiez tout à l'heure, petit retour en arrière, 2021, le groupe a basculé vers les énergies au sens large. Oui. C'est important. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est crucial, c'est que le monde dans lequel on vit a été bâti sur une énergie abondante et pas chère. Et ça a permis d'avoir la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Notre espérance de vie, notre système de santé, le temps de travail qui se raccourcit. On sent bien que tout ça est lié à une énergie abondante et pas chère. Seulement, on s'est tous rendu compte collectivement de quelque chose de majeur, c'est que ça ne suffisait pas. Il fallait aussi que cette énergie soit décarbonée. Parce que si on émet trop de CO2, on va arriver à des sujets de réchauffement climatique et toutes les contraintes qu'on connaît derrière sur le climat. Donc, Total Energy a pris la décision courageuse et stratégique de changer son mix énergétique et de se transformer dès 2021 pour devenir Total Energy. Alors, au mouvement pour l'environnement, pour la planète, qui considère que Total Energy ne va pas assez vite dans sa transition énergétique, que répondez-vous ? Nous sommes la major pétrolière qui va le plus vite au monde. Donc on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, mais il faut avoir conscience de plusieurs choses. La première d'abord, c'est que la demande en pétrole sur Terre n'a jamais été aussi importante. Elle ne fait qu'augmenter. Ce n'est pas nous qui créons le besoin. Le besoin est là, il augmente. Il augmente aussi en Europe, curieusement. Ensuite... pardon, la question c'était... C'était justement qu'est-ce qu'on fait pour aller plus vite dans la transition énergétique. Oui, ensuite, il faut aussi avoir conscience d'une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'argent du pétrole et des énergies fossiles qui financent en très grande partie la transition énergétique. Il faut trouver des financements pour développer les énergies renouvelables. Exactement, c'est long, c'est coûteux et il faut les mettre en place. Donc l'argent, c'est grâce au profit dégagé par une activité qu'on maîtrise depuis longtemps, l'extraction d'énergie fossile, qu'on peut financer la transition énergétique. Une transition qui se passe aussi en interne. Votre recrutement est un exemple aussi de cette évolution. Ça se transforme, vous le dites, vite, à l'échelle effectivement d'une transition telle que celle-ci. Il y a des attentes des consommateurs, une évolution aussi, on le voit. Le parc automobile est de plus en plus électrique. C'est un atout aussi pour justement équiper encore plus vos stations et vos points de commerciaux en borne de recharge. C'est vraiment Oui, alors évidemment. Alors je ne suis pas certain que ça soit la demande des gens, des Français, de passer à tout électrique. On est plutôt là sous une contrainte réglementaire européenne. Qui a accéléré quand même depuis quelques années. Qui a accéléré depuis quelques années, où aujourd'hui on est dans un système où on va demander aux constructeurs automobiles européens d'arrêter la construction de véhicules thermiques à partir de 2035. Donc évidemment, la mobilité est en train de s'électrifier de façon massive en Europe. Ça veut dire pour nous aussi transformation de nos stations-service. Donc il va falloir tenir compte d'un sujet, c'est que 80-85% des recharges des véhicules électriques vont se faire soit à domicile, soit sur le lieu du travail. Ça veut dire pour nous, sur nos stations-service, a priori beaucoup moins d'activité quand même. Donc on est en train d'équiper nos stations-service sur les grands axes, donc sur les autoroutes, sur les grands axes nationaux, où on est en train d'équiper ces stations de bornes de recharge très haute puissance pour pouvoir recharger rapidement les véhicules sur les longs trajets. Ça veut dire qu'à terme, il y aura aussi peut-être moins de stations-service dispersées un peu sur le territoire ? Alors, ça dépend. C'est vraiment une question, un sujet délicat. On a vendu cette année nos stations-service dans certains pays, Allemagne, Pays-Bas, Belgique. En France, on a quand même cette notion plutôt de service public. Donc on est même plutôt en train d'essayer de réouvrir des stations en zone rurale pour rendre ce service de proximité à nos clients. Avec du service et du personnel, on l'a vu, notamment cet été, du personnel qui aide pour mettre de l'essence dans les véhicules, mais aussi à recharger, parce qu'une borne de recharge, pas forcément facile à utiliser. Oui, c'est ça exactement. On a mis de la ressource en place sur nos stations-service pour aider les nouveaux consommateurs avec leurs nouveaux véhicules électriques à recharger convenablement et dans les temps leurs véhicules. Sylvain Panat, c'est quoi votre job de directeur régional ? Vous faites quoi exactement ? Il faut coordonner et propulser cette nouvelle stratégie. Comment on fait ? Oui, alors je vais dire il y a 4 grands axes sur mon job dans la région. Le premier, c'est réellement un job de représentation de la compagnie sur le territoire. Représenter auprès des médias, auprès de toutes nos parties prenantes sur le territoire.
Le deuxième job, le deuxième métier, il y a effectivement un rôle de coordination. On a de nombreux métiers sur le territoire. Le métier historique que tout le monde connaît, c'est la distribution de carburant dans les stations. Mais on fait aussi des éoliennes, on fait aussi des photovoltaïques, on fait aussi du biogaz, de l'hydrogène, du carburant pour les avions, des activités de distribution de fuel et de pellets dans les zones rurales. On a des activités très très larges. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'on a des anciennes activités, des nouvelles activités. On est en transition, donc tout est en train de se transformer. Il faut que ces activités soient coordonnées pour qu'elles vivent ensemble. C'est mon deuxième rôle. Le troisième rôle, c'est de créer du lien, de tisser du lien avec toutes nos parties prenantes sur le territoire. C'est d'expliquer au plus de monde possible la transformation au cours de Total Énergie et de faire rentrer dans la tête de toutes nos parties prenantes la transformation qui est en cours et notre rôle d'énergéticien, mais aussi notre rôle d'acteur économique sur le territoire. Et puis, un dernier rôle, qui est vraiment un rôle, oui, d'acteur économique sur le territoire. Donc, on est présent, on est là pour faire vivre la région. Donc, on participe, par exemple, au développement des PME en faisant des prêts à taux zéro. On participe aux réunions en préfecture pour le développement régional des énergies. Nous sommes vraiment un acteur présent sur les territoires. Un partenaire dans tous les domaines de la société. Et on crée des projets vertueux. Et j'en ai un en tête vraiment où je voudrais en parler. On a créé il y a un peu plus d'un an un think tank sur le sujet de l'énergie, et on a réussi à fédérer avec nous, autour de nous, tous les acteurs de la société. Donc on a des élus, on a des représentants de la société civile, des gens d'associations patronales, environnementales, des gens du monde économique, et on travaille ensemble depuis plus d'un an, presque un an et demi maintenant, sur comment on peut faire pour accélérer ensemble la transition énergétique. Et puis ce groupe de travail s'est transformé petit à petit. Il y a eu aussi le conflit en Ukraine et les difficultés énergétiques qu'on a eues il y a quelques mois, qui a fait évoluer ce groupe de travail vers comment on peut faire pour avoir de l'énergie, être plus souverain énergétiquement. Donc, comment on fait pour avoir, on revient à un sujet de base, une énergie abondante et pas chère pour pouvoir faire tourner notre économie. Ce groupe de travail va aboutir, et c'est un scoop que je vous délivre là, à un livre blanc avec des propositions qui vont être délivrés là à la fin de l'année, avant la fin de l'année. D'accord, scoop, donc livre blanc justement sur ces propositions en termes d'énergie. Il faut rappeler, donc on le voit à l'image, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, c'est votre objectif. C'est aussi l'objectif de la région Occitanie et de sa présidente Carole Delga d'être à énergie positive d'ici 2050. On voit apparaître ce graphique qui est important. Ce sont les investissements 2022, on le voit. Alors c'est en gigadollars, milliards de dollars, mais c'était 19 milliards d'euros. Donc on voit que le pétrole et le gaz sont encore très présents pour vous, mais que les énergies renouvelables gagnent du terrain. Et ça, ce sont les perspectives pour 2030. Vous pouvez nous le commenter en même temps. On voit que le pétrole et le gaz, il y a de l'entretien, mais les énergies renouvelables progressent très sensiblement. Il y a plein de choses à raconter sur ces graphiques. La première, d'abord sur le pétrole. Un puits de pétrole, si on ne vient plus investir, si on ne fait pas de nouveaux trous, chaque puits de pétrole va perdre mécaniquement entre 4 à 5% de production par an. C'est-à-dire que si on arrête de produire, de faire des nouveaux trous et de faire de l'exploitation de pétrole maintenant, mécaniquement, on va perdre 4 à 5% de volume de pétrole tous les ans. Est-ce que ce n'est pas souhaitable de perdre autant de pétrole chaque année ? Alors, oui, si, pour l'environnement et pour le CO2, oui. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, la demande mondiale de pétrole ne fait qu'augmenter. Donc si ce n'est pas nous qui le faisons, ça sera quelqu'un d'autre. Et on garde en tête aussi que c'est les revenus liés à ce pétrole qui financent la transition énergétique. Donc il y a un gros sujet de diminuer les investissements dans le pétrole. C'est ce qu'on voit sur les graphiques là. Et en augmentant les investissements dans les énergies renouvelables, ça va passer à 5 milliards de dollars en 2023 cette année. Je reviens sur les chiffres 2030. En fait, c'est pas une trajectoire, on y est, on y va. Décision. Voilà, c'est écrit, c'est acté, c'est financé, on est en train de le faire. En 2030, le pétrole représentera 30% de nos ventes, le gaz, qu'on considère comme une énergie de transition, 50%, et les énergies renouvelables, sur le graphique. Voilà, 20% répartis, 15% d'électricité renouvelable et 5% de molécules vertes. Donc les molécules vertes, on va en parler dans un instant. De gaz. Okay. Et alors que moins 30% de nouveaux projets, il y a une baisse drastique des projets énergie fossile d'ici 2030, et 2030 c'est demain. Exactement.
Un mot justement, consommation importante, mais aussi économie d'énergie. On l'a vu cet hiver, les Français notamment ont été particulièrement sensibles aux appels justement à limiter la consommation notamment d'électricité. Alors il y a cette publicité Total Energy notamment qu'on connaît bien et que tout le monde connaît. Vous avez félicité vos clients, hein, moins 15% de consommation électrique au moment où c'était un peu tendu cet hiver. Là aussi, c'est un élément, hein, moins consommé aussi. La sobriété énergétique, on ne pourra pas s'en passer. C'est un élément clé. Par contre, il faut que cette sobriété énergétique, serve maintenant à baisser le volume total d'énergie consommée. Je m'explique, ça n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'à part l'hiver dernier où on était dans une situation très particulière, jusqu'à maintenant, la sobriété énergétique a servi à consommer plus. Je m'explique. On fait des véhicules thermiques de moins en moins consommateurs d'énergie, de plus en plus efficients énergétiquement. Et pourtant, le volume de carburant sur Terre ne diminue pas. Le volume de carburant consommé, pourquoi ? Parce que le nombre de véhicules augmente. C'est-à-dire que plus on a rendu les véhicules efficients, efficaces énergétiquement, plus il y a eu de véhicules sur Terre. Donc il faut vraiment que cette sobriété énergétique, elle serve à présent à diminuer les volumes globaux d'énergie consommés par les terriens. Ok, ça il faut avoir ce schéma aussi en tête pour comprendre. Un mot juste avant de passer aux énergies renouvelables, on va en parler évidemment et les montrer. Les prix du pétrole ont flambé cet été, pendant tout l'été. C'est la faute à quoi? Au marché, à la limitation aussi de la production. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Oui, on est soumis à un marché mondial d'offres et de demandes. Et donc cet été, mécaniquement, les prix du baril ont augmenté, donc le prix à la pompe a augmenté également. Je rappelle juste aussi, peut-être une toute petite parenthèse, que sur un carburant à 2 € le litre, le citoyen français paye quasiment, enfin même plus, c'est des taxes. La moitié, c'est des taxes. Et puis à noter aussi que les pays producteurs de pétrole, notamment l'Arabie Saoudite, a diminué drastiquement sa production début juillet, oui, pour justement refaire monter les cours. Et ça a plutôt bien fonctionné, malheureusement pour les automobilistes. Un mot justement de ces nouvelles énergies développées et vraiment en région. Ici, on a une production qui avoisine les 50% d'énergie renouvelable en Occitanie. C'est un bon laboratoire pour vous. J'aimerais qu'on parle du biogaz d'abord. Expliquez-nous un petit peu le principe en quelques instants. C'est très simple. L'idée, c'est de faire digérer par des bactéries de la matière organique pour en produire du méthane, du biogaz, et tout ça en l'absence d'oxygène. C'est un petit peu le système de digestion de la vache. Sauf qu'on a industrialisé ce phénomène-là. Et donc l'idée, avec le biogaz, c'est de collecter de la matière organique putrescible pour en faire de l'énergie, du gaz vert qui peut être réinjecté dans le réseau de gaz naturel. On voit sur ces images aussi, après réutilisé en électricité. Il y a la question aussi des éoliennes, alors à la fois à terre mais aussi en mer. Il y a des expérimentations notamment sur le golfe du Lion, au large du Barcarès, des éoliennes flottantes qui sont en projet et bien avancées maintenant en expérimentation. Il faut les faire accepter aussi des éoliennes à terre, pas facile. Il y a aussi des riverains qui ne sont pas d'accord. Comment on fait pour installer des éoliennes aujourd'hui? On explique aux gens. En fait, il y a un gros travail d'explication sur le terrain, auprès des élus, mais auprès aussi des citoyens. D'ailleurs, c'était un des objectifs du fameux think tank dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi ça ne va pas vite le développement des énergies renouvelables en France, et notamment les éoliennes? C'est un sujet d'acceptabilité. Tout le monde est prêt à consommer de l'énergie verte, mais personne ne veut d'une éolienne au fond de son jardin. Et finalement, on est en train d'effectuer, tous collectivement, les énergéticiens, mais Total Energy vraiment de façon massive, des opérations d'information pour expliquer aux gens qu'il va bien falloir produire l'énergie d'une façon ou d'une autre et qu'il va falloir choisir le scénario du moins pire. Dans notre région, le solaire, le photovoltaïque est très développé aussi, se développe encore. C'est un des axes importants de développement justement des énergies renouvelables. Oui, bien sûr, et par différentes formes. Les technologies évoluent, donc on peut commencer à mettre plus de photovoltaïque sur les bâtiments parce que les structures s'allègent. On est en train de travailler, nous aussi, de façon très active sur l'agrivoltaïsme. Donc c'est comment on couple production agricole et production d'énergie avec l'agrivoltaïsme. On peut couvrir les vignes, les oliviers avec des panneaux pour à la fois protéger les cultures, peut-être améliorer les rendements. On va faire de la culture quand même et ne pas priver ces terres de culture. Non, surtout pas. On a quand même un sujet prioritaire d'alimentation. Donc il faut utiliser le foncier de façon optimum en faisant
produire des énergies renouvelables, mais aussi effectivement pouvoir nourrir les gens. Voilà, on voit certains projets justement en images. Un mot de 2050, alors autant 2030, tout est déjà dans les tuyaux, entre guillemets, est décidé. 2050, les énergies, on va dire, bas carbone seront, on peut le dire, largement majoritaires? Oui, c'est ça. Le scénario pour l'instant qui est prévu pour 2050, c'est un scénario zéro carbone, mais pas tout seul, c'est ensemble avec la société. Et dans ce scénario, 50% du mix énergétique vendu par Total Energy serait de l'électricité renouvelable, 25% des molécules vertes, donc aussi pour faire voler les avions, on n'en a pas parlé, mais on est en train de travailler sur des carburants, des biocarburants pour l'aviation, et c'est un sujet majeur ici à Toulouse. Et les 25% restants des énergies fossiles, donc gaz plus pétrole, mais qui seront, les émissions de CO2 émises par ces vecteurs-là seront soit absorbées, soit compensées. Puis il y a l'hydrogène vert aussi qui est développé dans la région, notamment du côté de Béziers par Genvia. Il y a d'autres aussi initiatives. La région Occitanie, vous êtes bien placé justement pour développer tout ça en 10 secondes? Oui, la région Occitanie, c'est la région des énergies renouvelables en France, donc avec une présidente qui pousse le sujet très fort, mais aussi c'est la région dans laquelle Total Energy est la plus active en France sur le sujet du renouvelable. Merci Sylvain Panas d'avoir accepté notre invitation, d'être venu parler justement de Total Energy et puis de cette mutation en cours justement dans votre groupe vers les énergies renouvelables. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en replay sur viaoccitanie.tv et puis on se retrouve la semaine prochaine, mardi, sur les antennes de Via Occitanie. Très belle semaine à toutes et à tous.